Donc, je pense qu'on est prêt à commencer. Bienvenue tout le monde, bienvenue à notre séminaire d'aujourd'hui, donc le séminaire d'Émilie Saunier-Talbot. Émilie a obtenu son doctorat ici à l'Université Laval, qui portait sur l'impact de l'évolution climatique post-glaciaire sur les lacs de l'extrême nord du Québec. Et suite à ça, elle a réalisé aussi deux post-doctorats. Le premier à l'Université McGill, sous la direction de Lauren Chapman. Et donc, son travail portait sur les lacs de l'Est africain, les Rift Lakes, donc l'étude des impacts liés au changement climatique à long terme, ainsi que les activités humaines sur les écosystèmes de ces grands lacs africains. Son deuxième postdoc, elle s'est déplacée ailleurs au monde. Elle l'a réalisé donc à l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande. Mais elle a continué à ce moment-là aussi à s'intéresser à l'effet des activités anthropogéniques sur l'intégrité des écosystèmes aquatiques lacustres. Et donc, Émilie est maintenant une nouvelle professeure en double rattachement, d'une part au département de biologie, mais aussi au département de géographie ici à l'université. Et elle est aussi titulaire de la chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les activités portuaires, industrielles et maritimes. Son programme de recherche actuel vise donc une meilleure compréhension de la dynamique à long terme des écosystèmes aquatiques, notamment dans l'optique de mieux évaluer les effets des activités anthropiques sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques dans le contexte notamment des grands changements planétaires. Elle est aussi surtout connue pour ses recherches en paléoécologie, c'est-à-dire l'étude des registres sédimentaires qui s'accumulent au fil des siècles et même des millénaires, notamment au fond des écosystèmes aquatiques. C'est donc une approche complexe et multidisciplinaire, mais qui permet notamment de pallier au manque de données environnementales sur de longues échelles temporelles et donc de situer les changements environnementaux actuels dans un cadre temporel beaucoup plus long et donc qui peut justement aller de décennies et même jusqu'à des échelles millénaires. Et donc, dans son programme de recherche, une nouvelle approche qu'Émilie entend intégrer, c'est l'analyse moléculaire du contenu des sédiments, donc l'analyse de l'ADN sédimentaire, qui a le potentiel vraiment d'offrir des possibilités extraordinaires pour justement remonter dans le passé jusqu'à il y a des milliers d'années pour, par exemple, documenter les changements de communautés animales et végétales en lien avec les grands changements environnementaux. Donc, Amélie va nous entretenir de tout ça aujourd'hui. Donc, bienvenue, Amélie, puis c'est à toi. Merci, Louis. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce midi pour cette présentation qui va porter sur mes travaux de recherche, donc comme Louis disait, qui sont en lien avec le changement environnemental à long terme. Comme on le sait tous ici, notre planète est en mutation profonde en ce moment, due aux activités d'une seule espèce, la nôtre. Et en sciences naturelles et en sciences de la vie, on travaille tous pour mieux comprendre le fonctionnement de notre planète afin de mieux la gérer. Par contre, il y a déjà des seuils critiques qui ont été franchis, notamment en ce qui concerne la perte de la biodiversité et le dérèglement des cycles biogéochimiques, comme celui de l'azote notamment. Alors, depuis le milieu du 20e siècle, on vit ce qu'on appelle la grande accélération. Et ces graphiques avec lesquels vous êtes peut-être déjà familiers, qui proviennent d'une étude de Stephen et ses collaborateurs, illustrent la rapidité avec laquelle l'utilisation et la consommation des ressources, ainsi que la modification de l'environnement s'effectuent depuis quelques décennies maintenant. Les pressions anthropiques sur les écosystèmes supportant la vie de notre planète sont donc immenses et surviennent à un rythme et une intensité jamais vus. À tout ça, il faut ajouter les pressions engendrées par le changement climatique qui découlent de nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, comme vous pouvez le constater avec cette figure, un niveau de CO2 dans l'atmosphère équivalent à celui d'aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu au cours des derniers 800 000 ans. Et la rapidité avec laquelle la concentration de CO2 a augmenté, c'est sans doute jamais produite auparavant. Cette figure illustre bien la spécificité, le caractère unique des changements environnementaux actuels. Elle démontre aussi
qu'il faut regarder dans le passé afin de vraiment bien saisir à quel point l'époque actuelle se démarque et afin de comprendre les changements environnementaux qui surviennent aujourd'hui et anticiper aussi ceux qui surviendront dans le futur. On dit souvent que le passé est la clé du présent et du futur. En effet, un contexte temporel plus long aide souvent à contextualiser le changement et à vérifier la normalité d'un état. De nos jours, on utilise beaucoup les données à long terme pour tester la performance des modèles de prévision, surtout pour ce qui est des modèles climatiques. Pourtant, comme on ne possède pas de données mesurées s'étendant sur des longues périodes, il y a très peu d'ensemble de données qui vont au-delà de quelques décennies, et aussi que les jeux de données sont souvent éparses et incomplets. On doit trouver l'information quelque part et cette information-là, on la trouve dans les archives naturelles. Il existe plusieurs types d'archives naturelles qu'on peut étudier. Par exemple, il y a les accumulations de glace dans les inlandsis groenlandais et antarctiques. Il y a les cernes de croissance des arbres et des arbustes. Il y a les spéléothèmes dans les grottes et les coraux aussi. Mais surtout, il y a les accumulations sédimentaires dans les environnements aquatiques comme les lacs et les océans. Avec les archives sédimentaires aquatiques, comme la carotte que vous voyez ici au centre de la diapo, il est possible de remonter dans le temps à plusieurs décennies, plusieurs siècles ou même plusieurs millénaires, comme l'a mentionné Louis en introduction, voire même aussi des millions d'années, dépendant de l'environnement d'accumulation. Donc, dans les plus vieux lacs de la Terre, comme le lac Baïkal ou dans certaines régions des océans, on peut en effet remonter à quelques millions d'années. Et ça nous permet d'inférer les conditions environnementales du passé dans un écosystème ou une région donnée. On peut donc comparer l'état actuel d'un écosystème, comme ce qu'on voit ici dans l'image du haut, avec ce qu'il était avant l'arrivée des humains, ou à l'arrivée des humains, ici au début d'une colonisation, ou avant l'arrivée des humains. Donc, vous voyez qu'on a un groupe de bioindicateurs ici qui nous provient là, de différentes tranches de la carotte. Et ici, ça se trouve à être des diatomies, qui sont un groupe d'algues unicellulaires avec une coquille en silice, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et on voit là, que ça change à travers le temps. L'assemblage est différent. Plus on remonte dans le passé, donc plus ça change. Et ça nous indique donc la direction et le type de changement encouru dans l'écosystème. Comme juste à voir là, les formes des diatomies ici, je pourrais vous dire qu'on est passé d'un écosystème, un lac plus profond vers un lac moins profond. Et aussi, il y a probablement eu des changements là, dans le pH. On a dû passer à un pH plus acide, juste avec l'allure de l'assemblage. Donc, les bassins aquatiques, qu'ils soient terrestres ou marins, accumulent tout ce qui se dépose sur leur fond. Puis ça peut provenir de l'atmosphère, ça peut provenir des apports terrestres par le ruissellement. Ça provient aussi de la productivité autochtone, donc à l'intérieur de l'écosystème aquatique lui-même. Donc, ça forme des registres naturels intégrés de tout l'environnement qui entoure le bassin aquatique en question. Et ces registres-là recèlent de l'information sur plusieurs processus du changement environnemental à différentes échelles de temps. Pour accéder aux archives sédimentaires, on les extrait à l'aide de carottiers qui nous permettent de recouvrir la séquence sans perturber la chronologie, comme vous voyez ici. Les carottes de sédiments, une fois ouvertes, donc on les coupe sur le long, peuvent ressembler à l'image de droite ici, où on voit les changements temporels qui sont visibles à l'œil nu, en fait. Comme vous pouvez vous en douter, on trouve toute une panoplie de choses dans les archives sédimentaires. C'est un peu comme ouvrir un coffre au trésor, mais encore faut-il évidemment détenir la clé pour y avoir accès. Hein? Alors, depuis le début des sciences paléo-environnementales, le développement de ces sciences-là,
au 19e siècle, on utilise surtout des indicateurs morphologiques, c'est-à-dire les restes des micro-organismes qui se préservent bien dans les sédiments. L'indicateur le plus utilisé est sans doute les diatomées que j'ai mentionné il y a quelques minutes. Donc, ce qu'on voit ici là, sur la photo à gauche, ces algues sécrètent une coquille de silice qu'on appelle un frustule et qui a des formes et des ornementations propres à chaque espèce, ce qui fait en sorte qu'on peut les identifier jusqu'à l'espèce en utilisant un microscope assez puissant, évidemment. On base nos interprétations des conditions environnementales passées sur les préférences hôtes écologiques actuelles. Donc, pour les diatomées, on évalue les préférences hôtes écologiques des diatomées vivantes aujourd'hui et on transpose ça dans le passé. Donc, on prend pour acquis, évidemment, que leurs préférences et leurs tolérances n'ont pas changé significativement dans le temps. C'est la même chose pour les autres groupes de bioindicateurs, comme les larves de diptères qu'on utilise beaucoup pour inférer les températures ou les taux d'oxygène, différents groupes de zooplancton comme les cladocères ou les foraminifères en milieu marin. On peut utiliser aussi les caractéristiques des sédiments eux-mêmes, donc la granulométrie, la taille des grains, la composition de la matière organique et inorganique qu'on retrouve dans le sédiment, les signatures élémentaires aussi, le carbone, l'azote. Donc, ce sont aussi des indicateurs des conditions environnementales passées. Sur le graphique à fond blanc ici que vous voyez au milieu de la diapo, on présente une analyse des fractions isotopiques du carbone 13 contenu dans la matière organique d'un sédiment, ainsi que le ratio carbone-azote en X, qui permet de déterminer la provenance de la matière organique sédimentaire. Donc, ça peut être une matière d'origine lacustre, une matière d'origine marine ou encore d'origine terrestre. Depuis quelques années, des outils qu'on appelle de nouvelle génération sont disponibles et permettent de détecter la présence d'organismes qui ne laissent pas de restes morphologiquement identifiables dans les sédiments. Parmi ces approches, on retrouve l'analyse des pigments algaux et bactériens, l'analyse des lipides et aussi l'analyse de l'ADN sédimentaire et ancien. Donc, ces nouveaux outils ont ouvert la porte à toute une biodiversité sédimentaire qui, juste là, était demeurée hors d'atteinte. L'analyse de l'ADN contenu dans les sédiments nous permet maintenant de détecter la présence passée d'organismes qui ne produisent peu ou pas de restes morphologiques, comme par exemple les poissons. Il peut arriver qu'on retrouve des restes de poissons dans les sédiments, comme par exemple des écailles, mais c'est très rare. Donc, l'absence de fossiles ou de restes de poissons ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y avait pas de poissons dans le lac ou dans la portion d'océan qu'on étudie. Mais maintenant, à l'aide de l'analyse de l'ADN, on peut détecter le signal de façon beaucoup plus fiable. C'est aussi souvent moins coûteux et plus rapide d'identifier les organismes présents dans les sédiments en utilisant la technique d'analyse d'ADN sédimentaire que ce l'est de faire les identifications avec les méthodes traditionnelles de microscopie. Ça veut donc dire qu'on peut analyser plus d'échantillons sur une étendue spatiale et temporelle plus vaste. Donc, ça rend possible des études plus approfondies et aussi une meilleure connaissance des espèces présentes dans un écosystème à un moment donné. Donc, ça vient vraiment améliorer nos connaissances sur la biodiversité du passé. Et malgré le fait qu'il demeure toujours quelques réserves pour son utilisation, évidemment, parce que c'est tellement nouveau, cette approche puissante se développe tout de même à un très bon rythme depuis quelques années, surtout en Europe. Et considérant les forces de l'Université Laval en paléoécologie, on est plusieurs chercheurs à s'intéresser à cette approche-là, et aussi en analyse moléculaire, comme vous le savez, à l'IBIS, notamment l'analyse de l'ADN environnemental. Selon moi, il est temps de développer un laboratoire qui sera en mesure d'effectuer des analyses de l'ADN sédimentaire et ancien ici à Québec et de ne pas avoir toujours recours à d'autres laboratoires, à d'autres
d'autres institutions en Europe ou ailleurs. On voit donc que l'étude des archives sédimentaires, c'est une approche qui est multidisciplinaire. Et cette constatation m'amène à affirmer qu'elle est en effet une approche intégrative qui contribue à mieux comprendre la complexité des systèmes biologiques. La biologie intégrative peut donc profiter des possibilités qu'offre l'étude des archives sédimentaires pour améliorer les connaissances sur la dynamique des écosystèmes et pour mieux comprendre comment ils évoluent dans le temps et de quelle façon ils sont affectés par les perturbations naturelles et anthropiques. Maintenant, je vais vous présenter des exemples de mes recherches utilisant l'approche paléo-environnementale et l'analyse des archives sédimentaires. Ces études ont été menées dans des systèmes variés, différentes parties du monde telles qu'identifiées sur la carte ici. Et les exemples que je vous présente servent à illustrer la polyvalence de l'approche et les différentes problématiques qu'elle peut aborder. Donc, on va débuter avec un exemple d'une étude qui cherchait à démêler les signaux climatiques des signaux humains dans la variabilité à long terme d'un écosystème aquatique. C'est un des projets que j'ai mené pendant mon postdoctorat à l'Université McGill. Et contrairement à ce que Louis a mentionné au début, je n'ai pas travaillé sur les grands lacs du Rift comme le lac Tanganyika, mais plutôt sur des petits lacs de cratères qui sont situés dans le Rift, mais qui sont beaucoup moins étudiés. Malgré le fait qu'ils sont d'une importance cruciale pour les populations locales là, qui utilisent les ressources de ces lacs-là pour leur subsistance, donc pour abreuver leur bétail, pour arroser leurs champs, et puis ils font de la pêche aussi. Ces lacs-là leur donnent l'opportunité d'avoir un apport en protéines un peu plus élevé qu'ils auraient s'ils n'avaient pas accès à des poissons, des populations de poissons introduites. Pardon. Donc, ce sont des petits lacs de cratères situés dans l'ouest de l'Ouganda, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez les montagnes Rwenzori ici, ça forme la frontière entre les deux pays. Et donc, l'objectif de notre étude, c'était de retracer la variabilité de la production primaire sur différentes périodes de temps pour déterminer les liens avec les activités humaines et les fluctuations du climat régional. Notre hypothèse, c'était que le climat a un impact plus marqué à long terme sur l'écosystème aquatique que les pressions anthropiques. Alors, on se trouve évidemment dans le berceau de l'humanité en Afrique de l'Est. L'environnement est depuis très longtemps transformé par l'activité humaine. On constate sur les photos ici que même la déforestation en 1909 était tout aussi dévastatrice qu'en 2009. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup plus de végétation il y a un siècle que de nos jours. Alors, les résultats que je vous présente proviennent d'un petit lac qui s'appelle Nikuruba, qui mesure environ 3 hectares et qui a une profondeur maximale d'une quarantaine de mètres. Donc, c'est vraiment la forme d'une éprouvette, là, si vous imaginez le bassin. C'est un site exceptionnel pour la recherche parce que depuis le début des années 90, son bassin versant fait l'objet d'un projet de conservation. Alors, on a reforesté tout le bassin versant. Puis aujourd'hui, il y a un petit site écotouristique là, sur le bord du lac dont les profits sont versés à l'orphelinat local, mais il n'y a plus d'exploitation autre que ça qui se fait dans le bassin du lac. Donc, c'est un site où l'effort d'échantillonnage est énorme et toujours en cours d'ailleurs, à travers même des périodes d'instabilité politique qu'il y a eu là, dans les années 90 pardon, en Ouganda. Même malgré la présence occasionnelle d'hippopotames agressifs. Donc, c'est l'équipe de Lauren Chapman, professeur à McGill, qui effectue toutes ces mesures-là. On avait presque 500 jours de données de mesures pour l'étude qu'on a fait il y a une dizaine d'années. Et on mesure plusieurs variables physico-chimiques
entre autres la température, le pH, la conductivité de l'eau. Mais ici, je vous présente seulement la transparence et l'oxygène dissous. Donc, on voit que la variabilité diminue au cours du temps, à partir surtout du milieu des années 90. Une diminution de la variabilité, ça pointe vers une perturbation dominante. Comme le site est désormais très peu perturbé par l'activité humaine, du moins, tout pointe vers le réchauffement climatique comme cause de cette stabilisation de la colonne d'eau. En effet, on voit ici que les températures annuelles se sont réchauffées d'environ 1 degré Celsius depuis le début du siècle. Les bandes représentent la température de l'eau et les lignes celles de l'air. Donc, évidemment, les deux sont corrélés. Alors, les données présentées sont ici, là, les données de température, c'est des déviations par rapport à la moyenne de l'ensemble de la durée de l'échantillonnage, c'est-à-dire de 1992 à 2011. Donc, le 0 représente la moyenne et vous voyez les écarts entre les températures plus basses que la moyenne et plus élevées que la moyenne. Dans ce projet, on voulait explorer les effets des variations environnementales sur la productivité primaire dans le lac et voir si la reforestation avait eu un effet sur la productivité. Mais comme aucune mesure de production primaire n'est prise dans le lac, on a utilisé un proxy, c'est-à-dire un indicateur indirect de la productivité primaire. On a pris une carotte de sédiments et on a analysé les pigments algaux et bactériens, comme les caroténoïdes, les chlorophylles. Ce sont des produits des organismes végétaux, algaux et bactériens. Alors, dans la section de la carotte correspondant à la période des mesures directes dans la colonne d'eau, c'est-à-dire de 1992 à 2008, on a trouvé que l'abondance des pigments était corrélée à l'épaisseur de la couche oxygénée. Donc, une couche oxygénée plus épaisse égale plus de pigments, et aussi à la luminosité. Plus de lumière, évidemment, égale plus de productivité, donc plus de pigments. Alors, l'oxygénation de la colonne d'eau est reliée à sa stabilité, qui, elle, est contrôlée par la température de l'air. Donc, on a ici un signal qui semble en effet climatique. Toutefois, en regardant les variations des pigments sur une centaine d'années, donc dans toute la séquence sédimentaire qu'on avait prélevée, les pics de productivité nous sont apparus davantage reliés à des perturbations humaines historiques dont nous étions au courant, comme par exemple l'introduction volontaire de poissons dans le lac dans les années 30 et 40, et aussi un bref élevage porcin qui avait lieu dans le bassin versant du lac dans les années 70. Donc, ça semblait des événements qui avaient plus d'importance sur la variabilité des pigments que les variations climatiques qui sont plutôt constantes là, tout au long du 20e siècle, comme on peut voir ici à droite avec les précipitations dans la région qui ne font qu'augmenter depuis le début du 20e siècle. Donc, basé sur ces données, il semble qu'à l'échelle du 20e siècle, ce lac soit assez sensible aux perturbations humaines dans son bassin versant, peut-être même plus qu'au changement climatique. Notre intention initiale était de tenter d'inférer l'introduction de poissons dans le lac à l'aide des restes d'insectes dont les poissons se nourrissent. Toutefois, les restes qu'on recherchait se sont avérés absents dans les sédiments. À l'époque à laquelle on a fait ce travail-là, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, les analyses d'ADN sédimentaire n'étaient pas encore facilement accessibles. Donc, si c'était à refaire aujourd'hui, on pourrait utiliser l'approche de l'analyse de l'ADN sédimentaire pour déterminer la présence ou l'absence de différentes espèces de poissons et ainsi valider notre hypothèse. Et puis, on serait en mesure aussi de vraiment bien déterminer à quelle époque les poissons ont été ou non introduits. Parce que oui, il y a des poissons qui ont été introduits, mais est-ce que les lacs étaient vraiment... est-ce qu'il n'y avait vraiment aucune présence de poissons dans ces lacs? On l'ignore encore à ce jour. Par contre, si on regarde à une autre résolution temporelle encore, sur une plus longue période de temps,
Donc, malgré la présence d'humains dans la région depuis des millions d'années, c'est le signal climatique ici qui prend le dessus. Donc, on a analysé une autre carotte, une deuxième carotte plus longue, qui couvrait celle-ci une période de 1500 ans environ. Et on a constaté que le lac s'est quasiment asséché pendant une période de grande sécheresse au Moyen Âge, comme vous voyez ici, là, entouré en bleu. Donc, si on compare avec le registre précédent, qui est représenté par la boîte rouge ici, donc la carotte précédente couvrait seulement là, les 100 dernières années, on se rend compte que les variations climatiques à l'échelle millénaire ont un plus grand impact que les activités humaines sur ce système. La sécheresse qu'on a détectée est d'ailleurs observée dans la majorité des registres sédimentaires de l'Afrique de l'Est pour lesquels on a des données. On voit donc clairement ici comment l'étude d'un site à différentes résolutions temporelles, donc sur 20 ans, sur 100 ans, sur 1500 ans, peut nous informer sur sa dynamique à long terme et comment la perspective temporelle peut nous donner des indices sur les vecteurs dominants qui opèrent à chacune de ces échelles de temps. L'approche paléo peut aussi nous informer sur la sensibilité aux variations environnementales de lacs qui, a priori, semblent similaires. Ça peut être utile pour affiner les stratégies de gestion des différents lacs ou même des régions côtières et des régions marines. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un projet que j'ai mené lors de mon deuxième postdoc en Nouvelle-Zélande et je vais vous présenter 2 des 12 grands lacs du Sud, les Great Southern Lakes. Entre autres, ici, là, le 6 et 7, lac Wanaka et lac Wakatipu. Ici, de superbes lacs. Comme vous voyez, ce sont 2 lacs alpins, périalpins, c'est-à-dire au pied des montagnes, avec chacun une ville dans leur bassin versant. Malgré l'apparence idyllique des 2 lacs, il y a plusieurs activités humaines qui s'y déroulent, autant dans les bassins versants que dans les lacs, comme on voit sur mon petit schéma ici. Et au début de la colonie, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du 19e siècle, les Européens se sont installés dans l'Otago central pour faire de l'agriculture et de l'exploitation forestière. Ils ont utilisé ces grands lacs longiformes pour flotter le bois vers les rivières qui mènent à la côte est pour l'exportation. L'élevage s'est développé beaucoup. Il y a eu une ruée vers l'or dans les années 1860. Ensuite, il y a la viticulture qui a commencé. Les villes ont grandi. Et aujourd'hui, c'est le tourisme qui se fait le plus sentir dans cette région, qui reçoit environ 3 millions de visiteurs par année. Bien, pas depuis la COVID, évidemment, mais en temps normal, environ 3 millions de visiteurs par année. D'ailleurs, peut-être que vous êtes au courant que Queenstown, c'est la capitale mondiale de l'adrénaline. On peut faire du bungee, du speedboat, du ski, toutes sortes de choses. Puis évidemment aussi, il y a l'attrait des sites de tournage du Seigneur des Anneaux. Donc, plein de touristes tout le temps. Et vous voyez que les 2 lacs sont assez similaires, une profondeur moyenne similaire, phosphore total moyen, donc productivité très, très, très basse, mais très similaire, et un temps de résidence aussi qui est assez semblable. Donc, l'objectif de notre étude, c'était de comparer la sensibilité des 2 lacs aux variations environnementales à long terme. On a échantillonné 2 carottes d'environ une vingtaine de centimètres chaque, mais qui couvraient quand même jusqu'à l'année 1500 environ de notre ère. Donc, on voit que c'est un taux de sédimentation très bas, ce qui est normal pour des lacs peu productifs comme ceux-là. Et notre hypothèse était que les 2 lacs possèdent des sensibilités comparables basées sur des mesures limnologiques très similaires au cours des dernières années. Pourtant, l'analyse de la nature et de la composition des sédiments a montré que les 2 lacs sont en fait différents du point de vue de leur productivité. Même si les 2 sont classés ultra-oligotrophes, donc très, très peu productifs, le lac Wanaka est encore moins productif que le lac Wakatipu.
De plus, on remarque que Wanaka a une trajectoire beaucoup plus variable dans le temps que Wakatipu. Vous voyez ici sur le graphique. Alors, les lignes noires sont celles de Wanaka et les lignes grises, celles de Wakatipu. Et donc, c'est ça, on a plus de variabilité dans le temps à Wanaka, malgré qu'on a une population humaine beaucoup plus importante autour du lac Wakatipu. Ce qui est le plus intéressant ici dans nos résultats, c'est le ratio carbone-azote que vous voyez dans le graphique complètement à droite, où on voit là, la signature évidente du bois de flottage sur le lac à partir du milieu du 19e siècle, là, où on a un signal terrestre beaucoup plus fort ici. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans le lac Wakatipu. Donc, notre hypothèse s'est avérée fausse et il est clair que les mesures directes des paramètres environnementaux sur quelques années, sur un espace de quelques années, ne suffisent pas à déterminer la sensibilité des systèmes et que ça prend des données à plus long terme pour pouvoir développer des stratégies de gestion adaptées aux systèmes individuels. Demeurant en Nouvelle-Zélande, mais là, on va aller sur la côte est de l'île du Sud, dans le sud du Canterbury, dans un site eutrophe cette fois-ci, donc un site beaucoup plus productif. C'est une lagune côtière. La lagune se nomme Wainono. C'est un site important pour l'avifaune, un site de récolte de nourriture traditionnelle pour les Maoris. Mais comme vous voyez sur la photo aérienne, c'est un site qui est aussi beaucoup utilisé pour l'agriculture. Alors, le changement de vocation des terres et les modifications à l'hydrologie de ce système-là, surtout sa connexion avec la mer, au cours des 150 dernières années, a mené à son eutrophisation, donc l'enrichissement de ces eaux par un apport important en nutriments. On est passé d'un système d'eau claire avec des macrophytes à un système d'eau turbide dominé par des algues. Et la lagune fait présentement l'objet d'efforts de restauration. Donc, grâce à l'analyse des macrorestes végétaux et animaux, que je ne vous présenterai pas ici, et aussi des assemblages de diatomées que je vous présente, qui sont préservés dans le registre sédimentaire, on a été en mesure d'inférer le timing et la nature des changements dans l'état trophique de la lagune depuis l'arrivée des Européens. Donc, comme vous voyez ici, notre carotte couvrait là, à peu près 2 siècles, donc de 2012 à 1812. On n'a pas trouvé de signes de perturbation qui auraient pu être liés à la présence des Maoris, tout comme d'ailleurs dans les grands lacs alpins que je vous ai présentés précédemment. On a seulement détecté des signaux reliés à la présence européenne. Donc, les diatomées sont d'excellentes indicatrices de la qualité de l'eau. Ici, on a trouvé un assemblage dominé par des petites espèces tolérantes aux fluctuations et à un environnement dynamique dans les deux premières zones de notre carotte. Ici, là, on lit toujours un graphique sédimentaire à partir du bas. Si on veut aller en ordre chronologique, évidemment. Donc, au fil du temps, les espèces plus tolérantes à une eau saumâtre sont apparues parce qu'on a fait, évidemment, une brèche là, pour contrôler le niveau de l'eau, une brèche avec une connexion vers la mer. Donc, l'eau sort de la lagune, mais elle entre aussi là, quand il y a des grandes tempêtes. Donc, des diatomées plus tolérantes à une eau saumâtre sont apparues. Finalement, des espèces tolérantes à une forte pollution organique font leur arrivée ici dans le haut de la carotte, donc à l'époque plus récente. Ça démontre que l'état du système continue à se dégrader. Avec cette étude, on a donc établi que certains paramètres pouvant servir à déterminer des conditions de référence qui aident à mieux cibler les objectifs de restauration de la lagune peuvent être mis sur place. Puis, des mesures qui peuvent être instaurées pour arriver à contrer l'eutrophisation et les changements hydrologiques dans le système, comme par exemple établir une zone de végétation tampon autour de la lagune.
Donc, ici, on a un croquis là, qui nous décrit un petit peu l'évolution du système. On a une époque pré-européenne avec de l'eau claire, des macrophytes, entourés de terres humides. Ensuite, début de la colonisation, donc tout ça commence à changer un peu. On coupe les forêts pour installer des pâturages. On coupe de plus en plus de forêts. On draine les terres humides. Et là, on a un changement dans le système. Les macrophytes changent et on se ramasse finalement avec plus de macrophytes et seulement des algues de 1960 à aujourd'hui. Donc, ça, c'est une étude qui avait été commandée par le ministère de l'Environnement du Canterbury pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau. On va se transporter maintenant à l'autre bout de l'océan Pacifique, donc on monte vers le nord, où depuis presque une dizaine d'années, je fais des travaux de recherche en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Alaska à Fairbanks, à différents endroits là, en Alaska. Mais entre autres, on a mené des études sur une île ici, en plein milieu de la mer de Bering, qui autrefois se trouvait à être le haut d'une montagne. Maintenant, c'est une île, mais avant, c'était le haut d'une montagne parce qu'ici, on avait la région de la Béringie. Lors du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, quand les niveaux marins étaient plus bas et que la région faisait partie d'un pont entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Alors, à partir des sédiments qu'on a retrouvés sur l'île Saint-Paul, on a été en mesure de reconstituer l'histoire environnementale justement depuis le dernier maximum glaciaire, donc depuis 20 000 ans. Et que ça nous a amené à proposer des hypothèses sur les premières migrations humaines vers le continent américain. Donc, quel genre d'environnement ces premiers humains-là, à quel genre d'environnement ils étaient confrontés. Et puis, on a aussi élucidé les causes de la disparition d'une population de mammouths, une population relique de mammouths en fait, qui serait disparue il y a environ 5500 ans seulement. Alors ici, je vais vous présenter un exemple d'une situation où, malgré l'absence d'humains, on assiste à une extinction de mégafaune. Et dans cette étude, on a eu l'opportunité d'explorer la variabilité naturelle à très long terme d'un environnement insulaire et son principal point d'eau. Alors ici, on a nos mammouths. Donc, l'objectif de l'étude, c'était d'établir la date et les causes de la disparition des derniers mammouths sur l'île Saint-Paul. Et notre hypothèse était que les mammouths étaient disparus de l'île à cause d'un changement environnemental sans précédent et encore inconnu. Parce qu'on se doutait qu'il n'y avait pas eu d'impact anthropique là, à cette époque-là. Il était connu depuis longtemps que l'île Saint-Paul avait abrité une des populations reliques de mammouths les plus tardives parce qu'on avait daté des ossements à environ 5500 ans d'âge avant aujourd'hui, tandis que les populations continentales de mammouths s'étaient éteintes il y a des milliers d'années auparavant, donc 20 000 ans. Ce qui en fait, au meilleur de nos connaissances, l'avant-dernière population de mammouths à s'être éteinte, environ 1500 ans avant celle de l'île Wrangell, qui est la dernière à avoir survécu. L'île Wrangell, c'est une île qui est située en Sibérie orientale. Donc, afin de confirmer cette date comme celle de l'extinction des mammouths et afin de découvrir les causes de cette extinction, on a analysé une carotte de sédiments provenant du seul plan d'eau de l'île. C'est un lac de cratère peu profond. Il faut comprendre, je vous répète, là, que c'est ce qui est aujourd'hui une île isolée dans la mer de Bering est en fait le sommet d'une montagne de Béringie, donc le pont terrestre dont je vous parlais. Pour déterminer la présence et l'absence des mammouths, on a eu la chance d'utiliser une approche d'ADN préservé dans les sédiments. Et on a ici réussi là, à déterminer l'extinction à 5500 avant aujourd'hui, avec présence en vert
et absence en rouge d'ADN de mammouth. On a aussi utilisé les spores de Sporomyella, qui sont des champignons coprophiles obligés qu'on retrouve uniquement dans les fesses des grands herbivores. Donc, vous voyez qu'à partir du moment de l'extinction des mammouths, on ne retrouve plus de Sporomyella jusqu'au 18e siècle, quand les humains sont arrivés et ont introduit qu'est-ce qu'ils ont introduit? Des reines. C'est ça. Donc, on savait, à l'aide de l'ADN sédimentaire, que les mammouths étaient disparus à 5500 ans avant aujourd'hui. Mais comme aucune trace de présence humaine antérieure au 18e siècle n'a été retrouvée sur l'île, on se disait que c'était probablement un changement climatique qui avait provoqué la disparition des derniers mammouths. Donc, on a analysé en premier lieu les pollens de la végétation. Et les résultats de cette analyse pollénique n'étaient pas concluants à cet effet. Vous voyez qu'à 5500 ans, il n'y a pas vraiment une si grande différence que ça qui se passe, en tout cas qui est observable. Donc, ensuite, on a analysé les bioindicateurs aquatiques sédimentaires, incluant les diatomées, ici en haut, et les cladocères, ici en deuxième. On a aussi analysé les signatures isotopiques sédimentaires et provenant des ossements des mammouths qui avaient été trouvés. Alors, à l'aide de ces signatures isotopiques-là, on a trouvé un signal d'augmentation de l'aridité et une diminution de la profondeur du lac inférée par les assemblages de diatomées et les assemblages de cladocères. Donc, il y a eu un changement climatique, effectivement, mais ce changement climatique-là n'a pas affecté la végétation. Pourtant, ça a clairement affecté le lac, qui est devenu beaucoup moins profond. Donc, on avait moins d'eau disponible pour la population de mammouths. Et donc, une plus grande aridité aurait provoqué une diminution de disponibilité en eau. Et les mammouths, ayant seulement une source d'eau sur l'île, se seraient agglutinés autour du lac, auraient piétiné et auraient augmenté donc, le taux de sédiments dans le lac. On voit ici là, avec la courbe en gris là, qui est la susceptibilité magnétique. Donc, ça, c'est un indice d'apport de sédiments terrestres. On voit qu'à ce moment-là, là, il y a une augmentation très abrupte. Donc, on aurait une dégradation de la qualité de la ressource en eau et des mammouths qui seraient morts de soif. Donc, ça, c'est une étude qui a été publiée dans Proceedings of the National Academy of Science et qui a reçu un prix pour son originalité et son excellence scientifique. Et je suis certaine que la combinaison de tous ces indicateurs-là, de tous ces proxys, y est pour quelque chose. Donc, ça fait en sorte qu'on a une histoire assez solide à raconter. Prendre un petit peu d'eau. OK. Alors, je vais passer maintenant à mes projets actuels et mon programme de recherche en tant que nouvelle professeure. Donc, depuis mai dernier, comme Louis disait, je suis la titulaire de la chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les activités portuaires, industrielles et maritimes qui se déroulent dans la région de Sept-Îles sur la côte nord. Donc, comme vous voyez, c'est une région où il y a une diversité, une intensité importante d'activités anthropiques. Il y a de la pêche, il y a des industries, il y a du tourisme. Évidemment, il y a la ville de Sept-Îles qui est quand même une ville qui s'étend beaucoup. Ce n'est pas une ville très peuplée, évidemment, ce n'est pas une très grande ville, mais c'est une ville qui s'étend sur les berges de la baie de Sept-Îles. Et donc, on a des impacts anthropiques importants. Pour ceux qui sont peu familiers là, avec la géographie du Québec, cette île se retrouve ici. Donc, vous voyez ici à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, là, dans le Golfe.
Et la ville de Sept-Îles est située ici dans la baie des Sept-Îles, ce qui est un environnement vraiment incroyable là, pour la recherche sur les effets des activités anthropiques sur un milieu côtier. Alors, cette chaire est en partenariat avec le port de Sept-Îles et l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail, qu'on appelle l'INREST. Et on a comme objectif de développer les connaissances fondamentales sur les écosystèmes aquatiques de la région de Sept-Îles. Alors, mon programme de recherche vise pour les 5 prochaines années à approfondir les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers, face aux impacts des activités humaines et puis comment ces activités humaines-là affectent les services écosystémiques et la qualité de l'environnement. Et puis, comme but ultime, si on veut, là, de la chaire, c'est d'assurer le développement durable des zones industrielles-portuaires et de leur périphérie. Donc, tous les résultats qu'on va pouvoir trouver vont servir à informer là, une meilleure gestion de toutes ces activités-là en vue de conserver les écosystèmes et les services écosystémiques qui vont avec. Alors, une chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers, c'est important dans le contexte actuel. C'est un environnement évidemment profondément dégradé par les activités humaines. Environ 40% de la population mondiale habite à moins de 100 km des côtes et c'est une proportion qui ne fait qu'augmenter. Donc, on a évidemment des activités humaines qui affectent directement les zones côtières, le développement d'infrastructures, les ports, les routes, les villes, l'aquaculture, les industries côtières, les activités maritimes, le changement d'utilisation du territoire aussi, la déforestation et l'agriculture ont un impact aussi sur les écosystèmes aquatiques, évidemment. La pollution, comme le plastique, le bruit, les industries, et aussi l'introduction d'espèces non indigènes qui est non négligeable. On a aussi des effets indirects des changements planétaires comme l'augmentation des températures, fréquence et force des tempêtes qui causent de l'érosion, des inondations, la remontée du niveau des océans et l'acidification, pour n'en nommer que quelques-unes. Donc, mon programme de recherche pour les 5 prochaines années a comme objectif, comme je disais, de mieux comprendre et quantifier les conditions environnementales actuelles en les situant dans un contexte temporel plus long. Donc, mon équipe et moi allons explorer la dynamique environnementale de l'écosystème de la baie de Sept-Îles à différentes échelles de temps, incluant l'actuel, évidemment, la période de la grande accélération, qui correspond ici à la période depuis la fondation de la ville de Sept-Îles autour du milieu du 20e siècle. Ensuite, la période pré-européenne, qui couvre les cycles d'occupation par les Premières Nations, jusqu'à la période pré-humaine immédiatement suivant la déglaciation, donc il y a quelques milliers d'années. Et évidemment, on va appliquer l'approche paléo pour analyser les registres sédimentaires. Donc, vous voyez ici que la baie de Sept-Îles subit différentes pressions des pressions humaines, c'est-à-dire, et puis on a ici la gradation là, là où c'est rouge-orangé, c'est là où les pressions humaines sont les plus fortes. C'est le hotspot des pressions anthropiques déterminées par les études de Drejou et al. Alors, on a déjà des échantillons ici là, de cette zone-là qui ont été prélevés l'année dernière. Et j'ai des étudiants qui se mettent à l'œuvre actuellement là, pour analyser tout ça. Donc, j'ai présentement 3 étudiantes qui viennent de débuter des projets qui impliquent la calibration des bioindicateurs comme outils paléo-environnementaux, incluant évidemment les diatomées, mais aussi les pigments algaux et bactériens. Et aussi, j'ai une étudiante qui débute un doctorat et qui va utiliser les assemblages de foraminifères pour nous permettre d'évaluer, d'inférer la variabilité passée de différentes variables environnementales, comme la température de l'eau, la salinité, les taux de nutriments dans l'eau, etc. Et donc, tout ça va nous permettre
d'adresser des problématiques variées. Quand on aura mis en place nos modèles, il va être possible d'inférer la nature et la direction des variations environnementales et aussi de les quantifier. Évidemment, avec l'ajout éventuel des analyses de l'ADN sédimentaire et ancien, ça va nous permettre d'explorer des questions beaucoup plus approfondies sur la biodiversité de la baie de Sept-Îles. Ça inclut des problématiques, évidemment, comme je mentionnais, d'introduction d'espèces. Il y a tellement de trafic maritime international dans la baie de Sept-Îles que ça laisse croire évidemment qu'il doit y avoir quelques espèces introduites dans la région, mais on n'est pas vraiment au courant encore. Donc, avec une approche comme l'ADN environnemental ou l'ADN sédimentaire et ancien, ça nous permettrait de répondre à ces questions-là et savoir si les espèces introduites ont eu un effet sur le fonctionnement, sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. On va analyser des proxys pour savoir si la baie de Sept-Îles est en train de s'eutrophiser, comme plusieurs autres régions côtières partout dans le monde. Et j'ai aussi l'intention d'adresser des problématiques plutôt liées au changement climatique, donc la dynamique à long terme de la glace de mer et les indicateurs sédimentaires dans cette région-là. Donc, on peut utiliser, par exemple, les diatomées comme indicateur de glace de mer, l'étendue de la glace. On a de moins en moins de glace à cette île comme ailleurs. Donc, quel effet ça peut avoir sur le fonctionnement, la structure de l'écosystème. Et aussi retracer des paléotempêtes sur la côte nord. Donc, ça aussi, c'est un effet des changements climatiques. On a plus de tempêtes et des tempêtes beaucoup plus fortes. Donc, quel effet ça peut avoir sur nos écosystèmes aquatiques. Donc, comme vous le voyez, l'approche paléo, c'est une approche qui est multidisciplinaire de nature. Ça demande la combinaison d'une panoplie de méthodes pour révéler l'information historique naturelle contenue dans les archives sédimentaires. Les approches nouvelle génération ne peuvent pas encore remplacer complètement le suivi traditionnel à l'aide des indicateurs morphologiques, mais le mieux, ça reste de combiner les deux approches afin d'obtenir les meilleurs résultats. Quand une approche multi-indicateur est appliquée, on peut en effet accéder à des données fiables et variées sur l'évolution dans le temps des écosystèmes biologiques, des systèmes biologiques qui vont de l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle de l'écosystème et même du géosystème. C'est donc ce qui motive mon désir d'établir à l'Université Laval un laboratoire capable d'analyser l'ADN sédimentaire. Et compte tenu que l'IBIS est une référence mondiale pour l'analyse de l'ADN environnemental, ça me semble tout indiquer qu'un tel laboratoire devrait voir le jour entre ces murs. Donc, je vous remercie de votre attention et ça va me faire plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Émilie. Si tu veux départager ton écran, on va voir les gens pour les questions. Donc, effectivement, j'aurais dû le mentionner au début, mais oui, Émilie a fait une demande officielle pour devenir membre chercheur régulière à l'IBIS, qui nous permettrait effectivement de mettre en place un laboratoire spécialisé en analyse d'ADN sédimentaire, ce qui n'existe pas au Québec présentement, puis qui n'existe essentiellement pas au Canada. On voit le potentiel énorme que ça peut apporter dans le travail en paléoécologie. Puis d'autre part, on voit l'importance, en fait, du domaine de la paléoécologie, l'importance de comprendre, de bien comprendre le passé pour mieux interpréter le présent, notamment en lien avec les impacts des grands changements environnementaux. Puis aussi pour aborder des questions autant de, je pense que ça a été bien démontré là, dans la présentation d'Émilie, autant pour aborder des questions aussi fondamentales que la disparition des mammouths jusqu'à comprendre l'effet des activités humaines sur la santé de nos environnements, donc des aspects très appliqués. Fait que ça rejoint assez bien ce que l'IBIS est, en fait, notre petite devise qui est du fondamental à l'appliqué. Je pense que ce programme de recherche démontre en fait clairement ça, dans un contexte très intégrateur. Donc, si vous avez des questions, simplement activez votre caméra et ou mentionnez, parce que je ne vois pas tout le monde en même temps, mentionnez que vous voulez poser une question, puis activez votre micro. Oui, Louis, Sylvain Moineau, j'en aurais une. Oui, bonjour Sylvain. Bonjour Louis.
Bonjour Émilie, merci pour la présentation, super intéressant. J'ai une question vraiment naïve, là. Au tout début de votre présentation, vous avez mentionné là, le pic de CO2 qui est présent dans l'atmosphère Mhm. au cours récemment, en fait présentement. Puis vous aviez aussi un graphique qui montrait la présence du CO2 dans les dernières milliers d'années, là. Puis Oui. on voyait vraiment des pics, puis des vallées, puis des pics, puis des vallées. Puis je me demandais, ça correspondait à quoi ces pics et ces vallées-là? Ben, c'est surtout des changements climatiques, c'est des cycles glaciaires interglaciaires. Ah, des cycles glaciaires. OK, OK, Oui, OK. oui. D'accord, d'accord. C'est ça, ça dépend là, de la quantité de glace qu'on retrouve sur la planète à différents moments. Parfait. OK, super. Merci. D'autres questions? Ben, j'en aurai un autre alors. Vas-y. Moi, je trouvais ça super intéressant ce que vous mentionnez dans la baie de Sept-Îles, mais je me demandais, il y a quand même pas mal de mouvements de transport maritime dans ce coin-là. Et je me Mhm. demandais, c'est quoi ça peut avoir l'impact justement sur les sédiments? Est-ce que ça doit avoir un effet? Je comprends qu'il y a un effet de profondeur, là, mais ça va avoir quand même un impact non négligeable sur le mouvement peut-être de ces sédiments-là, puis si ça peut affecter vos travaux. Oui, ben ça, c'est une question qui m'a beaucoup angoissée pendant mon doctorat, OK. la turbation, que ce soit par les organismes biologiques benthiques, là, qu'on appelle la bioturbation. Donc, évidemment, il y a des espèces benthiques qui creusent dans les sédiments, qui s'enfouissent. Puis aussi, bon, il y a des courants marins dans la baie de Sept-Îles comme ailleurs. Il y a différents courants aussi, même dans les lacs, là. Donc, évidemment, ça a un impact sur la sédimentation, mais avec les outils qu'on a pour déterminer les chronologies, donc on utilise par exemple le carbone 14, on utilise le plomb 210, pardon, pour les temps plus modernes, là, disons les 150 dernières années. On peut détecter là, des anomalies, si on veut, des anomalies chronologiques. OK. Et puis, la plupart du temps, on va avoir une séquence qui garde sa chronologie. Donc, c'est évidemment des perturbations qui vont être de très courte durée, hein. Ouais, ouais. Et ce ne sera pas assez fort pour venir vraiment tout brasser là, et mélanger à des profondeurs là, dans le sédiment. Donc, ça peut, oui, venir mélanger le dessus, là, les 2-3 cm du dessus, mais ça va se redéposer presque instantanément. OK. Donc, ça ne va pas changer là, notre chronologie, donc l'ordre de dépôt. Puis même là, dans la lagune côtière que j'ai présentée en Nouvelle-Zélande, là, c'est une lagune qui a à peu près 1,5 m de profondeur, puis il y a des vents, là, des vents du large qui soufflent, puis je me disais, il n'y aura pas de chronologie logique dans tout ça. Puis non, on a trouvé là, vraiment, à l'aide du plan 210, on a trouvé une chronologie tout à fait stable avec aucun renversement là, d'âge. Donc, OK, super. Ben, c'est une parfait. Merci super bonne beaucoup. question, mais c'est ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup là, quand on fait de la paléo, de s'assurer qu'on n'a pas de renversement, là. Puis d'ailleurs, dans des environnements où il y a peu d'oxygène, quand on ramène la carotte à la surface, là, il peut y avoir du degassing qu'on appelle. Là. Il y a des Ouais, ouais. gaz qui remontent, puis là, ça fait en sorte que ça brouille nos sédiments. Ouais, ouais, je comprends. C'est hyper stressant, mais on arrive quand même à garder une bonne chronologie. Donc, Fascinant. Ben, encore, merci beaucoup. bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Bon, ben alors, merci beaucoup. Sinon, Émilie, puis merci tout le monde pour votre participation. On avait une bonne audience ce midi. Puis, pour notre prochain séminaire. Merci beaucoup. Merci. Merci encore.